Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au programme de l'actualité. C'est le 15 février 1999 que le leader de la cause kurde Abdallah Öcalan a été arrêté à Kenya, près d'une opération montée par le service secret de plusieurs pays occidentaux. Son combat pour la paix et la démocratie a été rappelé hier à Strasbourg lors d'une manifestation. C'est le 15 février 1999 qu'Öcalan, le théoricien du plus ambitieux plan de paix du Proche et du Moyen-Orient, est arrêté au Kenya. 18 ans de prison déjà, soumis à un régime d'isolement cruel sur l'île d'Imrali. Öcalan est le cofondateur du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Ce parti est vite contraint de se tourner vers la résistance armée face à l'impossible dialogue avec les occupants turcs du Kurdistan du Nord. Pourtant, à de nombreuses reprises, en 1993, en 1995 et encore en 1998, Öcalan décrétera des cessez-le-feu unilatéraux, aussitôt mis à profit par le régime turc pour consolider des positions militaires ou pour réprimer les exigences démocratiques de la population kurde. Mais que propose concrètement Öcalan pour le Moyen-Orient? Il souhaite l'abandon des États-nations, qui sont le fardeau de l'histoire coloniale des siècles passés. Aujourd'hui encore, ces États-nations sont les agents actifs de l'impérialisme économique des grandes sociétés multinationales auprès des populations fragilisées de la planète. L'État-nation, c'est aussi le souvenir douloureux d'une politique résolument centraliste et unitaire, tournant autour d'un drapeau, d'une langue et d'une religion, alors que les peuples du Moyen-Orient se vivent depuis les origines de la civilisation dans la diversité religieuse, linguistique et culturelle. Briser l'État-nation, tel est le projet révolutionnaire, et rendre le pouvoir au peuple, en décentralisant, en rendant aux habitants d'un lieu le pouvoir de décider pour eux-mêmes, en rendant aux femmes leur liberté, et en rendant les hommes, non pas maîtres et possesseurs de la nature, comme le veut le projet moderne depuis Descartes, mais maîtres d'eux-mêmes et protecteurs de la nature. La foule kurde, en provenance de toute l'Europe, qui s'est réunie hier à Strasbourg, portait ce message et ses valeurs. Elle portait aussi la colère et le chagrin de tous ces défunts à Djeziré et dans les autres localités soumises au couvre-feu dans le Kurdistan du Nord. Des bombardements turcs ont visé samedi, hier soir, le 13 février, des secteurs contrôlés par les forces kurdes dans la province d'Alep, dans le nord de la Syrie, à une dizaine de kilomètres de la frontière turque. L'artillerie turque a bombardé des secteurs des unités de protection du peuple kurde YPG, la branche armée du Parti de l'Union démocratique PYD. Le Premier ministre Ahmed Daoudoglu a réagi à cela, il a confirmé ces attaques et il a dit c'est comme une menace contre la population kurde. D'ailleurs, le but de la Turquie pour ces attaques, c'est d'affaiblir le peuple kurde, et c'est d'affaiblir les armées du peuple kurde depuis qu'ils ont pris le contrôle d'Azaz. Et depuis ça, ils essayent d'affaiblir parce que le contrôle a été repris par Daesh. Et pour soutenir les groupes islamistes, la Turquie essaye d'attaquer ces zones-là. On va vous en parler. Vous a parlé d'ailleurs la semaine dernière que des personnes blessées s'étaient réfugiées dans des caves du quartier de Judi et de Cizre. Ils ont été encerclés par la police. Les forces turques ont donné l'assaut. Depuis lors, 110 personnes ont été retirées des caves et ce bilan n'est pas définitif. Au final, ce sont 3 caves remplies d'habitants terrorisés, de femmes, d'enfants, de personnes âgées, surtout de blessés. 3 caves de la ville de Djeziré, où l'on dénombrait 138 personnes qui fouillaient les violences du couvre-feu. Toutes ces personnes ont été massacrées dans des conditions extrêmement cruelles. Dans la première cave, en effet, les blessés agonisaient sans eau et sans nourriture. Ils auront finalement été ensevelis sous les décombres de l'immeuble, un immeuble détruit par les tirs d'obus des forces turques. Un peu plus loin, dans le quartier, se trouve un deuxième immeuble, rue de Narine, dans lequel 62 personnes se trouvaient. Les militaires turcs avaient mis le feu au toit et l'incendie est descendu aux étages inférieurs, brûlant vif 9 blessés. Un gamin de 16 ans, Abdullah Gün, est alors sorti du bâtiment.
Il a immédiatement été exécuté d'une balle dans la tête par les snipers turcs positionnés un peu plus loin. Ce dimanche 7 février, l'offensive finale était lancée. La chaîne d'État TRT annonçait un peu plus tard la neutralisation de 60 terroristes. Enfin, dans un autre quartier de Jezire, à Sour, un troisième bâtiment était encerclé, soit 45 personnes livrées à la barbarie des forces turques. Les policiers ont tout d'abord mis le feu au bâtiment, brûlant déjà 20 personnes. Toutes les autres personnes sont restées enfermées jusqu'à ce qu'elles périssent, asphyxiées par les tirs de gaz lacrymogène. On le voit, les forces turques commettent des crimes de guerre contre les habitants de la ville de Cizre. Les médias turcs ne relatent pas ces événements. Ils veulent ainsi éviter des poursuites devant la justice internationale. Les bâtiments où les massacres se sont produits sont brûlés. Les corps des victimes sont également brûlés, puis démembrés, parfois décapités, afin de rendre leur identification impossible. Lorsque les équipes d'ambulanciers rejoignent les lieux des exécutions, ils ne peuvent emmener leur GSM. Quand enfin les corps arrivent à l'hôpital de Jezire, les forces de police enferment le personnel hospitalier le temps de transporter les cadavres hors de la vue des infirmiers et des médecins. La chaîne TRT a d'abord relayé l'information, dimanche dernier, de 60 terroristes neutralisés. Le lendemain, le bureau du gouverneur donnait le chiffre de 10 personnes tuées, tant pour éviter des mouvements dans la population que pour éviter d'attirer l'attention des médias étrangers. Mais entre-temps, des photos des suppliciés apparaissaient sur les comptes Twitter des membres des forces spéciales. S'il n'y a que 10 morts, où se trouvent alors tous les autres, s'interrogeait le député HDP Faisal Sarı-Yıldız. À chaque fois que des ambulanciers ou des parents des victimes tentaient de s'approcher des bâtiments, les policiers tiraient des rafales pour faire croire à des échanges de tirs et interdire l'accès aux lieux où se trouvaient les blessés. Enfin, les journalistes sont les premières cibles des forces de la répression. Nazim Dashtan, Beritan Erlan de Diha, ainsi que Duygu Yildiz et un journaliste français, Gaël Cloarec, viennent encore d'être arrêtés. Les organisations kurdes ont réagi fermement aux attaques à Cizre. En revanche, du côté européen, il y a eu très peu de réactions sur ces crimes barbares. Voici un tour d'horizon des réactions enregistrées au cours de la semaine. Du côté des familles des victimes, la mère de Rohat Aktaş a fait appel au Premier ministre. « Que feriez-vous, dit-elle, si vos enfants étaient dans une cave et que vous ne pouviez même pas les entendre ? Mettez-vous à notre place 1 minute. » Hanım Yavuzel, la mère de Mehmet Yavuzel, se demande « Mais qu'est-ce qu'ils attendent de cette brutalité ? S'ils veulent nous tuer, ils peuvent tous nous exterminer. Des milliers naissent quand l'un de nous meurt. » Le KCHK, l'Union des communautés kurdes, a relevé que le pouvoir AKP allait vers sa propre fin en bombardant les civils des villes kurdes. On ne peut pas régner sur un pays où différents peuples vivent ensemble après avoir commis les graves crimes de guerre qui se sont produits à Jezire. Le KCHK avertit aussi, chaque martyr de ce massacre sera vengé. Le KCHK estime que le pouvoir turc laisse aux Kurdes 2 possibilités. Soit renoncer aux revendications légitimes pour plus de démocratie et plus de liberté, soit affronter la mort et les massacres. Il est donc temps pour le KCHK de se lever et de remplir ses obligations envers tous ces martyrs. Le parti HDP a quant à lui demandé aux institutions européennes de protéger leurs valeurs universelles. Dans une lettre ouverte à Donald Tusk, le président du Conseil européen, à Angela Merkel, la chancelière allemande, et à Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, Selahattin Demirtas et Figen Yüksekdag, les 2 coprésidents du parti HDP, expriment leur vive inquiétude quant à la reprise des négociations pour intégrer la Turquie à l'Europe. Et ce, alors que les agendas politiques sont en totale contradiction avec les valeurs prônées de l'Union européenne. Et l'Europe ne réagit pas pour ne pas s'attirer des réactions négatives du gouvernement turc, dénoncent les 2 coprésidents. Pour Demirtas et Yüksekdag, il faut que l'Europe ait une attitude claire et ne fasse pas des droits de l'homme, des valeurs européennes et des critères de Copenhague un simple sujet de marchandage.
On va rejoindre à présent le journaliste et l'écrivain indépendant qui a fondé le collectif Investigation, Michel Collomb. Michel Collomb, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir. La Turquie a bombardé cette nuit des positions kurdes en Syrie. Comment analysez-vous cela? Je pense que la Turquie est assez frustrée de voir que son plan de contrôler la Syrie, de détruire l'État syrien, d'annexer en fait pour devenir une grande puissance régionale, Erdogan est extrêmement frustré de cela. Il sent que les États-Unis, en déclin, n'ont pas réussi à imposer leur volonté contre la Syrie et contre l'Iran. Et donc Erdogan, comme l'Arabie saoudite et d'autres puissances locales, se lance dans des actions soit pour peser au maximum sur les négociations à Genève, soit pour lancer des provocations et empêcher un accord. On voit que l'intervention russe en Syrie contraire fortement la Turquie aujourd'hui. Pour quelles raisons, selon vous? Écoutez, il y a 5 ans maintenant, les États-Unis et la France ont réussi à tromper la communauté internationale en lançant une agression contre la Libye, en prétendant qu'ils allaient juste faire des frappes limitées pour empêcher un massacre. On sait que ça reposait sur des informations fausses. En réalité, le but était de renverser Kadhafi et de voler l'or de la Libye et de prendre le contrôle de cette zone stratégique. Et à ce moment-là, la Russie de Poutine s'est fait avoir, s'est fait rouler, et donc une fois mais pas deux. Et maintenant, les États-Unis sont en train d'empêcher, de ne pas réussir à briser la Syrie comme ils le voulaient. Et donc, effectivement, Erdogan, vous savez, quand il a délibérément abattu un avion russe qui agissait en Syrie, Erdogan a dit que c'était un accident. En réalité, c'était tout à fait délibéré. Et c'est aussi, je crois, il ne faut pas sous-estimer le fait que Daesh écoule son pétrole et donc trouve ses revenus via la Turquie. Ça m'étonnerait beaucoup que M. Erdogan ne soit pas au courant et qu'il n'y ait pas des proches du pouvoir qui en profitent. Et donc je pense qu'il est tout simplement frustré de voir que l'Occident a dit mener la lutte contre le terrorisme, mais en réalité a financé et armé le terrorisme. Et maintenant, Poutine a complètement rebattu les cartes et donc Erdogan est extrêmement frustré de cela. J'avais écrit il y a 2 mois qu'avec ces provocations, il risquait de nous emmener vers la Troisième Guerre mondiale. Michel Collomb, selon vous, la Russie voulait que les Kurdes participent aux négociations de Genève. La Turquie a mis son veto. Est-ce que vous trouvez que c'est normal et pourquoi les États-Unis et la France ont laissé faire? Ce n'est évidemment pas normal quand on cherche vraiment une solution pour apporter la paix dans une région qui a autant souffert. Il est évident que toutes les parties doivent se trouver à table pour trouver une bonne solution. L'Arabie saoudite déjà avait tout fait pour essayer d'empêcher l'Iran d'être à la table. Maintenant, la Turquie. En réalité, ils sont frustrés, ils ne cherchent pas la meilleure solution possible, mais ils essayent de bloquer une bonne solution en espérant que l'accord ne tiendra pas longtemps et qu'ils pourront repartir à l'attaque d'ici quelques années. Michel Collomb, merci beaucoup pour votre intervention. Après le massacre de Jezre, des Kurdes ont manifesté leur tristesse et leur colère, mais les manifestations ont souvent été durement réprimées. On a pu le constater dans le Kurdistan autonome d'Irak, mais aussi à Paris. Les manifestations se sont tenues un peu partout sur la planète pour condamner la politique criminelle de la Turquie à Jezire. À New York, devant les bureaux du journal New York Times, mais aussi à Londres, à l'aéroport d'Heathrow, ou à Rennes, en Bretagne. À Paris, une manifestation a eu lieu à l'appel du Conseil démocratique kurde en France, devant l'ambassade de Turquie. Les policiers français sont alors intervenus, insultant les manifestants et en blessant une quinzaine. Les manifestants criaient des slogans condamnant tant les crimes de la Turquie que la collaboration passive de l'Europe.
25 de ces manifestants ont été arrêtés. Comme le rappelle Sylvie Yann de l'association France-Kurdistan, cette intervention policière est aussi le résultat des accords sécuritaires entre la France et la Turquie. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, est encore récemment à Ankara. Ce qui s'est passé à Paris n'est pas un fait divers. C'est une attaque contre les progressistes qui dénoncent la politique d'Erdogan. À Hawler, dans le Kurdistan autonome d'Irak, une autre manifestation a eu lieu. Les forces policières du KDP, le parti au pouvoir du président Barzani, ont tiré vers les civils qui s'approchaient du bâtiment des Nations Unies pour y faire signer une pétition. Une femme de 40 ans a été frappée par les policiers. Toujours au Kurdistan du Sud, dans la région de Shengal cette fois, les jeunes révolutionnaires de Shengal ont annoncé qu'ils étaient prêts à prêter main forte aux unités Yapasa et Yapasa-Jin du Bakour. Takoshin Lalesh a souligné le sale jeu de la Turquie et il reconnaît en Erdogan le dictateur du XXIe siècle qui massacre les peuples en réponse à leurs demandes légitimes de justice. Sarfeddin a rappelé que c'était la population du Kurdistan du Nord qui était venue à l'aide des Yézidis lors de leur 74e génocide. C'étaient les combattants du Kurdistan du Nord qui avaient traversé la frontière pour venir les aider. Et donc, les jeunes de Shengal sont aujourd'hui prêts, eux aussi, à aller se battre là où ce sera nécessaire. Il y a d'autres endroits dans le Kurdistan du Nord où les forces turques commettent des violences, par exemple à Ahmed, où des soldats turcs ont commis des atrocités. La foule s'assemblait par Koşyolu à Ahmet pour manifester à l'appel du DBP, du HDP, du KJA et du DTK contre les crimes de masse commis à Cezire. Sibel Higiltalp, la députée du HDP, était là aussi et la foule entonnait des refrains sur la résistance. C'est alors que la police est arrivée pour bloquer les manifestants et des échauffourées ont commencé. Les habitants se sont donc réfugiés dans leur quartier, à l'abri derrière les barricades. Mais Mahmoud Boulak n'aura pas eu l'occasion de s'enfuir. Il a été tué d'une balle dans la tête. Il n'avait que 16 ans. À Gever, les policiers tirent au mortier sur plusieurs quartiers depuis mercredi soir. C'est de nouveau en marge d'une manifestation qu'Osman Alici a été assassiné. Les dégâts matériels sur place sont également considérables. Les unités civiles d'autodéfense, les Yapasa, Yakiti et Parastina Civil, montent des opérations destinées à repousser les policiers qui agressent les quartiers. À Sirnak, un véhicule blindé a ainsi été détruit avec ses 4 occupants à l'intérieur. Plus tard, les Yapasa ont encore visé un policier dans son véhicule. Ce policier a lui aussi été tué. À Sour et à Nusaybin également, les unités Yapasa s'en prennent aux forces de la police. Ils détruisent les bulldozers qui tentent de renverser les barricades. Ils détruisent les caméras de surveillance. Depuis lundi, ce sont déjà 14 membres des forces de la sécurité turque qui ont perdu la vie en s'attaquant au quartier kurde. À Ahmet, 28 sergents spécialisés de la brigade générale Aydogan Aydin ont préféré démissionner plutôt que de s'avilir en participant aux opérations sur le quartier de Sour. Ces soldats refusent de participer au massacre. Les autorités du canton d'Afrin ont confirmé l'arrivée de plus de 4000 familles de réfugiés. Au total, cela fait des dizaines de milliers de personnes. Ces réfugiés fuient les combats entre les groupes rebelles et les forces du régime. Ils ont bloqué sur les frontières turques. Ce sont des dizaines de milliers de réfugiés qui arrivent sur le canton d'Afrin. Et les autorités cantonales sont dépassées par cet afflux et ne peuvent répondre adéquatement aux besoins élémentaires de toutes ces personnes. Aucune aide en provenance des Nations Unies ou de l'Union européenne ne parvient jusqu'au canton. Beaucoup de réfugiés ont fui, n'emportant avec eux que les vêtements qu'ils portaient. Les autorités cantonales ont un besoin urgent de couverture, de vêtements, de médicaments et de nourriture. La situation dans le camp de réfugiés Roubar est extrêmement difficile.
De nombreux réfugiés se pressent donc vers le canton et en même temps, les bandes des armées des soldats turcs multiplient les attaques. Les unités d'YPG repoussent toutes ces attaques. Dans le district de Cherawa, les forces Yapaga ont repris dimanche dernier le contrôle des villages de Bachemre ainsi que de la colline stratégique de Mishko. Ces positions étaient tenues par les bandes d'Ahrar el-Sham et de Jabhat al-Nosra. Les unités Yapaga ont également repris ce jeudi, avec les forces du Jaish al-Thawar, la base militaire de Menak et le village de Méné. Lors de ces combats, les bandes qui terrorisent les populations ont subi de très lourdes pertes et de grosses quantités de munitions ont également été confisquées. L'aéroport de Menak se trouve au cœur du triangle Azaz, Afrin, Alep. Depuis que les forces du régime ont fermé le couloir d'Azaz, par où transitait l'aide turque aux rebelles d'Alep, on assiste à une course vers le nord entre les combattants des QSD et les forces du régime pour repousser les forces fidèles à Al-Qaïda ou au calife al-Baghdadi. Le régime syrien, poussé par l'Iran, s'oppose violemment à ce que le couloir d'Afrin à Kobani soit contrôlé par les Kurdes. Or, sans ce couloir, c'est aussi la survie économique du canton d'Afrin qui sera mise à mal. Ce couloir est aussi celui par où transiterait normalement le gaz qatari vers la Turquie, puis vers l'Europe, quand les combats seront terminés. Le village de Zelal Zaret a été la cible d'une attaque aérienne à 2 heures de l'après-midi ce mardi. Ce village venait aussi d'être repris par les unités Yapaga aux bandes armées de Jabhat al-Nosra et d'Ahrar el-Sham. Cette frappe aérienne a causé de gros dégâts matériels, mais on ignore d'où provient l'avion qui a lancé ces bombes. Le régime attaque aussi les populations tenues par les Kurdes. C'est ainsi que les villages de Gundemazin et de Bachemre ont été bombardés. Plusieurs habitants y ont été blessés. Hier, l'armée turque a pilonné au mortier les villages de Méné, de Maranaz, de Ménéhi, de Gundemerezaze, de Mazrea, ainsi que l'aéroport nouvellement conquis de Menak. Tous ces villages avaient été libérés des bandes d'Ahrar el-Sham il y a 3 jours par le Jaish al-Thawar. Le Jaish al-Thawar, une formation militaire mixte arabe et kurde qui œuvre à la libération du nord de la Syrie sous le commandement des forces démocratiques syriennes. Cette agression injustifiée a causé une énorme frayeur parmi la population. Les autorités du Rojava, le Kurdistan de l'Ouest, ont ouvert un bureau permanent à Moscou. De nombreux représentants kurdes et russes ont participé à cet événement. Sinem Mohamed est la représentante pour le Rojava des Affaires étrangères. Elle expliquait que cette inauguration des bureaux de l'administration autonome du Rojava à Moscou avait une valeur historique. Cette ouverture concrétise aussi la volonté des habitants du Rojava de renforcer leurs relations avec la Russie. Le projet du Rojava est symboliquement condensé dans la présentation qui est faite en russe, en arabe, en kurde et en assyriaque. Un cadre politique ouvert à tous les habitants, quelle que soit leur langue ou leur identité culturelle et religieuse. Sinem Mohamed a aussi rappelé l'exemple que le projet démocratique et égalitaire du Rojava peut offrir au reste de la Syrie et du Moyen-Orient. Des représentants du HDP étaient également présents à cette ouverture, comme Feleknas Ucha, ainsi que de nombreux représentants du monde académique et politique russe. Sinem Mohamed a pu expliquer le projet du Rojava au docteur Anna Glazova, la directrice du département du Moyen-Orient de l'Institut russe de la recherche stratégique. On a aussi évoqué l'absence des Kurdes à la 3e conférence de Genève, et on veut surtout renforcer les relations entre le Rojava et la Russie à travers une série de projets communs. On arrive à la fin de notre programme de l'actualité. Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine.